Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Présentation de lettres de créance des différents ambassadeurs représentant leur pays au Rwanda. Les diplomates ont reconnu les bonnes relations entre leur pays et le Rwanda et se sont engagés à renforcer cette coopération. Je vous invite à écouter quelques interventions de certains diplomates. Avec le président, vraiment, ça a été un honneur, un privilège pour moi, en tant que l'envoyé spécial du président de la République du Mali, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, pour venir présenter à son frère mes lettres de créance en tant que nouvel ambassadeur du Mali à Kigali. Vraiment, j'ai eu à témoigner une satisfaction, une joie à présenter mes lettres au président qui m'a reçu vraiment avec honneur et m'a félicité et il m'a dit de transmettre ces relations, ces salutations fraternelles au président Assimi Goïta et à tout le peuple malien. Et ce que j'ai eu à lui faire aussi après lui avoir présenté mes lettres de créance. Je lui ai fait savoir mon engagement à renforcer davantage cette coopération bilatérale entre le Rwanda et le Mali, surtout après la signature de 22 accords de coopération entre nos deux pays qui concernent plusieurs domaines, la défense, la sécurité, la bonne gouvernance, les innovations, c'est-à-dire les formations innovantes et beaucoup de domaines. Donc je dis que je suis prêt à relever les défis, être à la disposition des autorités rwandaises pour pouvoir mener cette mission dévolue à ma modeste personne. Je viens, comme vous l'avez su le dire, de présenter les lettres de créance m'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République du Rwanda. Dans cette voie-là, j'ai donc fait ce devoir, un grand devoir, accueilli par le président de la République. Je lui ai donc transmis le message de paix et de renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Il m'a demandé de transmettre à son homologue et ami toutes les bonnes attentions qu'il a pour notre pays et nos relations. Donc mes sentiments à moi sont des sentiments de fierté, de devoir accompli, en dépit de quelques difficultés qu'on a pu rencontrer avant d'arriver ici. La relation entre la République du Congo et la République du Rwanda est déjà très dense. Nous avons un cadre juridique très important, plus de 25 accords. Nous allons essayer de les revisiter pour relancer donc la coopération. Maintenant, au plan sous-régional, le Congo en tant que pays parti à de nombreuses organisations se mettra toujours à la disposition du gouvernement rwandais pour essayer de trouver les voies de sortie sur toute question. Je voudrais aussi vous dire que le président avait adressé une lettre d'invitation pour participer, pour que le président Kagame participe en mai à un sommet sur le bassin du Congo qui se tiendra au Kenya. Ce sont donc des bonnes perspectives que nous allons essayer de suivre. Et comme vous savez que nos deux pays sont désormais liés par des fondements assez solides, nous allons aussi regarder, on m'a parlé d'une petite colonie congolaise ici. Je vais aussi essayer de la rechercher et voir comment ils vivent dans ce très beau pays. Aujourd'hui, j'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Kagame, et j'étais vraiment honoré d'avoir eu cette occasion, cette chance de le rencontrer. Ce fut une rencontre très fructueuse lors de laquelle j'ai présenté mes lettres de créance en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la République sœur du Rwanda, et lors de laquelle j'ai transmis aussi les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Kais Saied, et durant laquelle j'ai fait état des relations bilatérales
entre la Tunisie et le Rwanda, surtout dans plusieurs secteurs, et le potentiel qui existe entre nos deux pays frères et la volonté de la Tunisie de renforcer davantage cette relation, surtout qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels la Tunisie aimerait bien collaborer avec le Rwanda, et aussi il y a un potentiel aussi égal de Rwanda en Tunisie. Donc c'était vraiment une occasion dans laquelle aussi j'ai rappelé à son Excellence sa visite en Tunisie en 2022. Lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en novembre 2022, et lors de laquelle un accord cadre a été signé entre les deux pays. Il y a pas mal de potentiel, comme j'ai bien mentionné, surtout qu'il y a le secteur de la santé, il y a aussi le secteur de transport aérien, le secteur de TIC, et aussi dans le secteur de l'agroalimentaire, où la Tunisie possède un savoir-faire, et aussi dans des secteurs où, comme bien j'ai mentionné, le TIC ou le Rwanda possède un potentiel très, très important. Il faut reconnaître que le Rwanda est un modèle de pays africain dans lequel nous sommes fiers en tant que pays africain, avec cette évolution fulgurante, et les chiffres démontrent ce potentiel qui existe au Rwanda. Jeudi, dans la soirée, au centre des conventions de Kigali, connu sous l'appellation KCC en langue anglaise, le président Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame ont reçu les ambassadeurs et les représentants des pays d'organisations internationales présentes au Rwanda. La cérémonie a suivi la remise des lettres de créance à une vingtaine de nouveaux diplomates qui ont pris leurs fonctions pour représenter les intérêts de leur pays au Rwanda. Le président Kagame a remercié les diplomates pour leur collaboration fructueuse avec le Rwanda ces dernières années. Dans son discours, le chef de l'État a abordé des questions d'actualité internationale susceptibles de concerner chacun d'entre nous. Ici, le président Paul Kagame a souligné que le seul principe inchangé est le droit d'un pays à protéger sa souveraineté et ses habitants, et que le Rwanda n'y est pas opposé. Ce qui n'a pas changé, c'est que chaque pays a le droit et le devoir de protéger la sécurité de ses frontières et de ses citoyens. Ces obligations demeurent. Le Rwanda n'est pas exempt de ce principe, et pour des raisons qui deviennent évidentes, il est tenu de faire face aux attaques contre sa sécurité et de la protéger en tant que nation, a-t-il déclaré. Le président Kagame a également de nouveau abordé la question de l'insécurité dans la région, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a même insisté sur le fait que le problème congolais n'est pas nouveau et qu'il est principalement exacerbé par ceux qui sont au pouvoir et qui refusent de trouver une solution durable. La guerre à l'est de la RDC n'est pas nouvelle, ce n'est pas un problème nouveau ou difficile à comprendre, car il a été ignoré pendant de nombreuses années par ceux qui, délibérément et en ayant le pouvoir, créent un vide empêchant d'y mettre fin. C'est ainsi que le président Paul Kagame a mis en lumière pour la première fois le rôle des FDLR dans la déstabilisation du Rwanda, rôle soutenu par le gouvernement congolais qui a accepté de s'allier à celui de ce groupe génocidaire. Le gouvernement congolais a apporté un soutien politique et financier aux FDLR et les a intégrés à son armée, où elle opère actuellement et dispose d'un siège leur permettant de mener leurs activités en toute impunité. Elles ont attaqué les Rwandais à plusieurs reprises et certains pays ont imposé des interdictions de voyage à leurs ressortissants congolais en raison de leurs activités. Plus tard, le fils de l'ancien président rwandais responsable du génocide perpétré contre les Tutsis et d'autres collaborateurs se sont rendus à Kinshasa pour renforcer cette collaboration avec les FDLR. Le chef de l'État a également indiqué que les mesures de sécurité mises en place par le Rwanda visaient à protéger les frontières du pays. Il a souligné que l'accord de paix devait être respecté et appliqué par la participation de cette partie, ce qui, selon lui, ce qui n'a pas été le cas, le Rwanda en supportant la charge. Le chef de l'État a déclaré que le Rwanda lèvera les mesures de sécurité dès que le gouvernement congolais acceptera de mettre en œuvre l'accord de Washington. Cette mise en œuvre permettra aux parties concernées d'établir des programmes bénéfiques à leur développement.
Nous recevons Johan Kurfikel. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Et donc, comment on le prononce très bien votre nom? Johan Gurfinkiel. Gurfinkiel. Je peux comprendre qu'un nom polonais résonne moins facilement au Rwanda, mais c'est pas grave. Voilà. Et tout le monde dit aussi que le nom qui est en Rwanda, c'est très compliqué. Bien plus que les Polonais, je crois. Donc, vous êtes le secrétaire général du CICAD. Est-ce qu'on peut connaître déjà, les Rwandais peuvent comprendre déjà ce que c'est le CICAD? Bien sûr. La CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. C'est un organisme qui a été créé il y a une trentaine d'années par la volonté des communautés juives suisses, dans la perspective d'être un rempart face à l'antisémitisme. C'est un peu le cœur de l'activité qui s'est beaucoup développée, et ce sera probablement l'objet de notre discussion, à la question mémorielle, notamment sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Donc c'est un peu les deux pendants principaux du travail de la CICAD, la lutte contre l'antisémitisme, la transmission de la mémoire sur le territoire suisse. 30 ans après, le génocide, 31 ans après le génocide qui s'est passé au Rwanda, tout le monde aurait dit que le monde a compris ce qui s'est passé. Apparemment, quand on voit en Europe déjà, l'antisémitisme ne fait qu'avancer. En Suisse notamment, il y a plein d'exemples. Vous, comment arrivez-vous justement à mobiliser cette population dans le cadre de lutter contre l'antisémitisme en Europe? Parce que les exemples sont là, très fraîchement, le Rwanda. C'est une excellente question, puis c'est surtout le problème principal, c'est comment conscientiser la question de l'antisémitisme auprès de la population. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, à la fois nos dirigeants et j'ai envie de dire la société civile, parvient à mettre des mots sur ce déchaînement de haine et de violence qu'on a pu voir dans toute l'Europe et notamment dans tout l'Occident face à un antisémitisme de plus en plus virulent et agressif. Ça demande à la fois une conscience à la fois du politique, des autorités en charge, des exécutifs, et puis ensuite transmettre et faire résonner ce message plus largement dans l'espace public, dans les écoles, j'ai envie de dire, de manière à rendre, même au niveau des médias, le message le plus audible possible. Et c'est la grande difficulté dans un contexte que vous connaissez comme moi, qui est comment est-ce que finalement le conflit, pour mal nommer, au Proche-Orient, a un impact très direct sur la question de la sérénité, de la sécurité des Juifs dans le monde. Regardez Sydney, qui est l'exemple le plus éloquent, qu'un Juif abattu comme des animaux par deux terroristes, et on nous expliquera probablement qu'il s'agit encore une fois d'un mouvement initié par des terroristes radicalisés. Pour autant, la question de l'antisémitisme est très présente. Et pour autant, les mécanismes qui permettent aujourd'hui d'être plus actifs, plus réactifs, plus conscients face à ces mouvements de l'antisémitisme, et vous le citiez justement, c'est aussi résonne au regard du travail qu'on peut faire et du travail mémoriel. Ma présence au Rwanda ces jours, elle n'est pas anodine. Je ne suis pas venu en vacances. Justement, c'est ça la seconde question. Il y a ce qui s'est passé pour les Juifs en Europe, l'un des pires génocides que le monde ait connu. Et il y a, pendant toutes ces décennies, l'antisémitisme qui a du mal à être déraciné en Europe. Ici, au Rwanda, il y a eu ce génocide 31 ans déjà. Il y a la négation du génocide. Je voulais connaître l'objectif de votre visite, s'il y a une convergence justement pour pouvoir travailler ensemble, pour lutter à la fois contre l'antisémitisme et la négation du génocide de Tutsis au Rwanda. C'est une question complexe, mais en tout cas vous avez mis le doigt sur le sujet. L'objectif numéro 1 du projet qu'on essaye de lancer, il s'appelle Convergence des mémoires. Il est le fruit en fait des contacts depuis un certain nombre d'années avec les représentants diplomatiques rwandais et surtout Ibuka en Suisse,
dont je salue le président qui sera au Rwanda dans quelques jours, avec lequel j'avais eu des échanges nombreux dans cette idée de dire on partage un patrimoine historique commun. On a cette mémoire génocidaire qui est très fortement ancrée chez nous. J'ai envie de dire pour les Tutsis, c'est 31 ans, c'est extrêmement jeune encore, donc il n'y a pas eu cette période aujourd'hui de résilience qui est totalement aboutie, ni de pouvoir imaginer tourner la page, c'est pas possible. On reste jamais, je veux dire, vous parlez de gens qui ont été des victimes et des témoins de premier plan que j'ai pu rencontrer depuis 24 heures. Je suis simplement que la 3e génération et ça reste encore très présent chez moi. Mais je pense qu'il y a un travail de convergence de mémoire qui doit permettre aussi de conscientiser ce qu'est véritablement un génocide. Ça me paraît nécessaire pour les futures générations. Parce que je pense que la formation des jeunes, mais pas seulement des jeunes, doit s'inscrire dans une formation citoyenne. Et comme vous l'avez dit, vous reprenez les mots d'Elie Wiesel. Après la Shoah, on pensait que le monde avait appris quelque chose. Preuve en est, après le génocide des Tutsis, le monde n'a rien appris. Regardez les conflits actuels et de la manière dont s'opèrent aussi un certain nombre d'exterminations qui ont été orchestrées. Non, le monde n'a pas appris. Et je pense qu'il y a un travail qui est porté par la société civile qui doit aujourd'hui s'inscrire dans l'ADN de tout pays. Et c'est probablement la discussion que j'aurai aussi avec le ministre tout à l'heure. Cette question, pour moi, elle est fondamentale. Comprendre le racisme, comprendre l'antisémitisme, transmettre cette mémoire du génocide et aussi des Tutsis, elle est tout aussi importante pour moi. J'éduque mes enfants aussi dans cette conscience. Mais au-delà de mes enfants, je veux que le message soit porté dans les communautés juives pour comprendre ce qu'a été le génocide des Tutsis, de la même manière qu'il est important que les jeunes Rwandais comprennent aussi que ce processus mental qui permet d'aboutir à ce genre de génocide, de massacre perpétré comme on a pu le voir, doit faire partie d'une formation plus profonde. Il faut que les États et les gouvernements comprennent que la formation académique ne sera jamais aboutie s'il n'y a pas une formation aussi, à former des citoyens armés psychologiquement et intellectuellement face à des drames tels qu'on a pu les voir. La question génocidaire, la question de la discrimination. Si l'antisémitisme trouve encore des alliés capables de porter ces messages de haine et de violence, c'est qu'effectivement notre travail, on ne l'a pas fait. Quelle que soit l'instrumentalisation, vous savez comme moi, la question géopolitique est très présente. Mais au-delà de la question géopolitique, il y a aussi un effort à faire de la part de tous les ministères de l'Éducation nationale dans tous les pays du monde, qui est de dire on ne formera pas nos jeunes tant qu'on n'a pas réussi aussi à les rendre conscients de l'univers dans lequel on doit coexister les uns avec les autres. Et j'aimerais savoir un peu, peut-être le public aussi rwandais, comment le citoyen lambda en Suisse appréhende un peu ce qui s'est passé au Rwanda, les génocides perpétrés contre les Tutsis. Alors je pense que César Morangira elle sera plus à même que moi de le faire, mais mon sentiment, pour organiser, on a un département qui gère notamment toutes les questions éducatives dans les écoles et qui propose des ateliers de formation à la fois sur la question de la mémoire et à la fois sur la question de la discrimination. Mon sentiment, c'est que je pense que dans l'imaginaire, c'est un sujet qui est très lointain. Le Rwanda n'est pas un pays européen, n'a pas impliqué en tout cas les Suisses. Voyez déjà comment certains gouvernements qui ont une part de responsabilité n'ont pas véritablement fait ce travail non plus de mémoire dans leur propre pays. Alors comment imaginer aujourd'hui qu'ils laissent véritablement une empreinte chez les jeunes? Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que de la même manière que je vais m'exercer à transmettre cette mémoire de la Shoah, à laquelle j'essaye de façon quasi systématique d'associer le génocide des Tutsis, on doit aussi associer aussi nos amis arméniens, parce que cette conscience du génocide doit s'opérer. Et c'est à la société civile qu'il appartient de valoriser, se battre. Je ne sais pas, hier j'étais avec Aegis Trust ou avec Ibuka Rwanda. Ces gens font un travail qui est monumental, colossal. Et on sait qu'étant militant, on n'a pas le choix. On porte à bout de bras, en fait, ce combat, mais qui doit s'inscrire aussi dans une conscience que
on se doit de le faire aussi pour l'humanité tout entière. Il y a vraiment presque une question prophétique, j'ai envie de dire, dans la transmission de la mémoire des génocides. Et je pense que ce n'est pas suffisamment fait. Je pense que la question du génocide des Tutsis est aujourd'hui quelque chose qui est très éloigné de la préoccupation, voire de l'intérêt à la fois des jeunes, des enseignants et de la société civile. Et c'est une erreur. C'est une erreur qu'il faut réparer, rectifier. Ça doit rentrer aujourd'hui dans le cursus d'enseignement. C'est nécessaire, au même titre que la Shoah, que le génocide arménien. C'est une réalité à laquelle on doit aujourd'hui être éveillé. Oui, et le Rwanda a entamé un long processus de réconciliation. D'une part, il y a ceux qui ont commis les génocides, il y a d'autre part ceux qui ont subi les génocides, et ces deux groupes vivent ensemble aujourd'hui. Et comment voit-on cela un peu vu de l'étranger? C'est stupéfiant. Je vous le dis, je suis toujours abasourdi, de façon très positive, de la manière dont s'est orchestré politiquement ce choix qui était de trouver un chemin de réconciliation nationale. J'ai, avec mon historique et ma perception très européenne de la manière dont certains génocides ou la guerre, je pense à 39-45, a pu ensuite travailler à sa propre réconciliation européenne, c'était un processus qui s'est étalé pendant des décennies. De voir comment le Rwanda a pu conceptualiser, concevoir la question de la réconciliation nationale en confrontant à la fois les victimes et les bourreaux, absolument incroyable. Peut-être la toute dernière question. Vous êtes descendant, vos parents connaissent la Shoah, la déportation. Au Rwanda, il y a des rescapés du génocide. À travers l'expérience que vous avez vécue, quel message pouvez-vous transmettre à ces personnes qui peuvent suivre en ce moment? Bon, alors, je le ferai avec beaucoup d'humilité. C'est un processus très long. On reste toujours très marqué par cette mémoire. Elle appartient quasiment à notre ADN. Lorsqu'on appartient à une famille qui a connu la déportation et l'extermination, pour certains, on n'en sort pas indemne. C'est un message et un témoignage qui se transmet de génération en génération et on se fait fort de la transmettre. Et je pense que c'est important. Il faut savoir se reconstruire. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui ont été des contemporains du génocide, qui ont vécu le génocide, qui ont survécu au génocide. Donc la conscience de cette situation, c'est très particulier. Les gens que moi j'ai pu rencontrer ces dernières décennies, ce sont des rescapés très âgés. On parle de la période des années 40, c'est quand même très éloigné aussi. Là, on a des gens qui ont fait le 31e anniversaire. On est très proche en fait du déroulement des faits. C'est extrêmement difficile. J'entendais hier Ibuka qui m'expliquait tout le processus, notamment d'accompagnement psychologique qui est nécessaire et qui est utile. Pensez qu'après la Shoah, il a fallu attendre 40 ans pour que les derniers témoins puissent accepter ou accéder à pouvoir délivrer leur témoignage. On ne voulait pas les entendre. Et c'est pour ça que je dis il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans la manière dont le Rwanda a géré cette situation, parce que je regarde pour mes aïeux, notamment je pense à certains membres de ma famille, dont on n'acceptait pas le témoignage jusqu'aux années 80. Ça n'était pas audible pour la population et le grand public. On ne voulait pas entendre parler de ce que ces gens avaient vécu dans les camps. Jusqu'aux années 80, où là, il y a une espèce de sursaut, où on commence à entendre le témoignage de ces survivants. Le Rwanda a réussi très vite, en fait, à mettre en place un processus qui n'est pas uniquement dans la réconciliation, mais dans l'accès au témoignage, dans l'apprentissage, l'enseignement de ce qu'a été l'entreprise génocidaire. Donc c'est pour ça qu'à bien des égards, le Rwanda a fait quand même œuvre d'un travail qui est historique et qui doit aujourd'hui inspirer aussi un certain nombre de situations de gouvernement par rapport à la manière dont il a réussi à la fois à réconcilier la population tout en gardant le souci de transmettre l'histoire de ce qui s'est passé dans une période qui est extrêmement proche de nous encore.
Merci beaucoup. Merci à vous. Être Très venu, honoré par l'invitation, en tout cas. Oui, Merci. je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de CICAD. Vous êtes présent depuis plus de 30 ans et vous luttez contre l'antisémitisme en Suisse romande et que vous avez parmi vos priorités la lutte contre toute forme d'antisémitisme, y compris l'antisionisme comme forme d'expression contemporaine d'antisémitisme. On en parlera un jour. Voilà. Et je vous remercie vraiment de votre disponibilité. Merci à vous. Et les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. J'oublierai pas, attention. Voilà. Merci beaucoup. Mille merci. Merci également à vous d'avoir suivi cette grande édition du journal en langue française. Excellent week-end à toutes et à tous.